Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être fidèles au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Comme vous le savez, le Congo-Brazzaville est déjà dans la fièvre des élections présidentielles de mars 2021. Sous fond de crise économique et financière sans égale, il traîne avec lui une lourde dette insoutenable, mais en plus vient de perdre son droit de vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà dans quel contexte les Congolais sont invités à aller se prononcer pour l'homme qui prendra les destinées de la République du Congo dans les 5 ans à venir, mais surtout celui qui viendra trouver des solutions à cette situation un peu plus chaotique. Parmi les candidats qui s'étaient prononcés pour cette course présidentielle, il y en a qui se sont désistés. C'est le cas, bien entendu, de Dieudonné Roger Nzaba, qui est notre invité aujourd'hui de Droit de savoir. Bonjour, monsieur Nzaba. Bonjour, monsieur Perrin. Je suis très content et très ravi d'être dans votre émission. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Monsieur Nzaba, vous êtes chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans la politique? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans la politique exactement? Le Congo-Brazzaville, notre pays, c'est un pays qui avait subi une mutation politique en 1991. Après que nous avons eu la conférence nationale souveraine, il y a eu des élections en 92 et un président a été élu démocratiquement. Ce président, oui, choisi par les Congolais pour la toute première fois, il n'était pas un président imposé, mais un président élu démocratiquement. D'ailleurs, le président actuel avait participé à cette élection. Il était sorti 3e après Bernard Kolela. Les Congolais avaient eu cet espoir, pensant que le pays pouvait décoller. Malheureusement, en 93, le Congo a vécu une guerre civile et en 97, il y en a encore eu. Monsieur Sassou Nguesso est revenu par les armes au Congo-Brazzaville, comme vous le connaissez. Après, le système politique n'avait plus des généraux. Le système politique avait juste un leader, un tyran qui s'était imposé face à la population en se proclamant vainqueur d'une guerre et pourtant une guerre qui n'était pas nécessaire. La politique était devenue comme un jeu où le seul maître était le président de la République. Moi, avec certains amis, parmi eux M. Paul-Marie Pouelé, père son âme, nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions nous imposer politiquement parce que malheureusement, on nous mettait au fond de notre propre pays, au fond du couloir de notre propre pays. Donc, en 2010, j'avais créé le Parti du peuple congolais en sigle PPC en Afrique du Sud. Donc, il fallait fusionner. Donc, je suis parti en France, parler avec certains compatriotes. Je suis parti aux États-Unis, parler avec certains compatriotes. Je suis parti au Sénégal, parler avec certains compatriotes. Et lorsque je vous fais ce petit rappel, c'est pour vous dire que les Congolais s'étaient dispersés après la guerre de 97. Donc, ils se sont dispersés en Afrique, d'autres aux Amériques, d'autres en Europe. Donc, il fallait faire un effort de mettre tout le monde ensemble et essayer de vendre cette vision d'un groupement, oui, d'un grand groupement qui fera ombrage à ce pouvoir unique que nous avons au Congo. Et c'est comme ça que le PPC est né. Et le PPC, après l'Assemblée constitutive à l'hôtel de ville de Brazzaville en 2012, avait choisi M. Roger Nzaba, que je suis, comme le président de ce parti. Et par les urnes, M. Paul-Marie Pouelé a été choisi comme vice-président de ce parti. Moi, je ne peux pas dire que c'était un don ou un appel. Pour moi, c'était peut-être une nécessité, un besoin de jouer mon rôle patriotique. Ce qui vous a amené finalement en septembre dernier, toujours dans le cadre bien sûr de la politique, d'annoncer votre intention de candidature à l'élection présidentielle de mars prochain, 2021. Et curieusement, à quelques mois, sinon 3 mois de cette élection, vous avez renoncé à votre intention de candidature. Que s'est-il passé exactement? Monsieur Perrin, je suis content que c'est vous qui me posez cette question. Je vous connais. Lorsque nous avons mis en place le MRD, le but était que les Congolais, les acteurs politiques ou les politiques congolais se mettent ensemble pour essayer de trouver une solution convenable, adéquate, pour que le pays puisse s'installer normalement dans le processus démocratique. À l'époque, j'avais chargé le vice-président de mon parti, personnel, M. Paul-Marie Pouelé, d'assurer la coordination. Et vous connaissez, au pays, le MRD s'appelait le FOCAD. Et vous savez, à l'époque, le combat était toujours le même, comme dans le PC, comme au PPC. Restaurer la démocratie et faire ombrage, essayer un peu de stopper
c'est que nous avions vu comme un danger pour la démocratie. Je parle de la modification de la Constitution. Pour nous, on s'est dit que le président de la République venait avec ce but de modifier cette Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Et comme il voulait se pérenniser au pouvoir, tous les acteurs politiques, ça veut dire les politiques actifs du Congo-Brazzaville, se sont dit, bon voilà, il est impératif que nous puissions faire barrage à ce passage. Et je vous ai vu, vous étiez un des acteurs actifs. Je voyais. Et tout le monde s'est mis dans ce voyage. Un voyage très difficile. Tout ce qui était comme orientation, négociation, à la fin, nous avons compris que ça avait échoué. On s'est mis à côté parce qu'on s'est dit, bon voilà, la population meurt. Vous savez vous-même ce qui s'est passé le 14. D'ailleurs, vous avez reporté le 14, le 13, le 14, le 15, le 16 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont été massacrés. Les Congolais ont été tués par une police qui supposait protéger la population, mais c'est cette police qui a abusé la population. Et à la fin, bon, la Constitution a été modifiée. Moi, je me suis dit qu'avec la nouvelle Constitution, le pays avance. Mais nos idées en tant que politiques n'avancent pas. Le point final était d'adhérer. J'ai adhéré le processus. Je me suis dit, même si nous sommes opposés à cette Constitution, cette nouvelle Constitution, il serait quand même important que nous puissions toujours continuer à participer dans le processus d'installation de la démocratie au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je me suis dit, bon voilà, le PPC aura un candidat à cette élection. Mais le PPC venait à cette élection parce que le PPC croyait que ce processus sera un processus limpide, que ce processus n'aura pas les effets passés que nous connaissions avec les mêmes procédés. On s'est dit, bon voilà, cette fois-ci, nous irons à Madingu. Certaines propositions que nous avions faites seront acceptées. Malheureusement, comme d'habitude, ils veulent montrer à la communauté internationale qu'ils veulent changer les choses ou qu'ils veulent débattre avec l'opposition. Mais à la fin, c'est un petit jeu de billes. Là où le maître, c'est celui qui connaît où se trouve le trou. Et on était là, comme d'habitude, berné comme d'habitude. Et je me suis dit qu'avec un État pareil, je ne pouvais pas avancer parce que nous connaissons déjà le vainqueur. Le vainqueur, c'est Sassou Nguesso à cette élection, donc je ne peux pas avancer. Lorsque vous dites vainqueur, vous faites allusion à quoi exactement? Quelqu'un qui gagne l'élection proprement ou bien je peux vous dire ici, M. Perrin, oui. En mars 2021, lorsqu'il y aura les élections au Congo-Brazzaville, entre vous et moi, nous connaissons le gagnant. Cette Connelle n'est pas impartiale. Le découpage électoral n'est pas aussi parfait. Nous avons des votants non congolais. Nous avons des votants qui n'existent pas. Nous avons des votants morts. Et on se pose la question de savoir depuis quand que le nord du Congo est plus peuplé que le sud du Congo. Monsieur Nzaba, vous dites les votants non congolais, c'est-à-dire vous avez des éléments d'appréciation là-dessus, c'est-à-dire les étrangers congolais et évidemment, vous vous souvenez bien de l'élection en 2002. Il y a eu nos frères, nos compatriotes et notre rive de la RDC qui possédaient nos cartes d'électeurs. Vous connaissez que parfois, lorsqu'il y a une élection au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui traversent pour venir voter chez nous. Ils ont leur carte d'électeur et ils vont voter tous dans l'arrondissement de Wenze. Comme quoi, ils ont aussi les cartes d'identité, c'est ça, les passeports. Mais la carte d'identité du Congo-Brazzaville, je partais à Montréal en passant par Dubaï. En face de moi, il y avait un compatriote qui avait mon passeport. Il ne parlait ni lingala, il ne parlait ni le français, il ne parlait ni le Mounkutuba, mais il avait le passeport congolais avec un visa canadien dans le passeport, il partait à Montréal. Et on se pose la question de savoir, est-ce que nos administrations fonctionnent? Est-ce que chez nous, il y a un contrôle? Est-ce que chez nous, on connaît même la vraie démographie de ce pays? Lorsque vous dites vous avez voulu participer à la consolidation, s'il faut dire comme ça, de la démocratie, j'ai bien envie de vous poser la question. Finalement, vous avez cru que Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est venu porter un coup d'arrêt au processus démocratique lancé dans les années 90, pouvait être à même de restaurer cette démocratie qu'il a arrêtée. Vous savez, parfois, il faut essayer un peu de donner cet espoir. Vous savez, il est important parfois, je parle bien qu'il est impératif parfois, d'essayer de croire, même si la personne a toujours été un menteur. Pour moi, je me suis dit, bon voilà, avec certaines promesses qui se faisaient siffler dans l'air, que nous irons à Madingu, on va décider sur la nouvelle Connelle, que nous irons à Madingu,
on va décider sur la nouvelle gouvernance électorale, que nous irons à Madingu, on va parler comment nous pouvons nous entendre entre opposition et gouvernement. Et pour moi, c'était un espoir. Pour moi, je me suis dit, bon voilà, ce processus, cette fois-ci, je crois que ça pourrait démarrer. Mais comme le président de la République, c'était un menteur. Là, j'ai dit c'était un menteur parce que il y a toujours un hiatus entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous sommes arrivés à Madingu, vous connaissez, et, je dis moi, je n'étais pas là physiquement, mais on était là. Et nous connaissons ce qui a eu lieu. L'opposition est sortie avec un fruit pourri, comme toujours. Alors, je me suis dit, dans cette mesure, je ne peux pas me permettre d'aller à une élection, malgré tout ce que je ferai comme effort, je ne peux pas aller à une élection pour la perdre. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, vous aurez dû croire, puisque vous avez cette foi, je sais que vous êtes aussi chrétien, vous avez toujours la foi. Pourquoi n'avez-vous pas avancé jusqu'à... Non, pas avec ce président. Pas avec ce président. Ils ont mis en place un système qui pense que ça doit se pérenniser. Mais lorsque je regarde un peu ce système, pourquoi chercher à pérenniser un système qui ne prend pas soin de son peuple? Pourquoi chercher à pérenniser un système qui détruit sa patrie? Pourquoi chercher à pérenniser un système au lieu de créer des patriotes, mais un système qui crée des cupides? Pourquoi chercher à pérenniser un système au lieu que ce système puisse nous amener à l'évolution? Ce système nous fait reculer. Pourquoi créer un système qui fait mal aux Congolais? Mais vous pouvez vous rendre compte que la majorité des grands cadres de notre pays se trouvent à l'étranger. Ces personnes sont parfois à l'étranger en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui ne font absolument rien. Et ces personnes pouvaient bénéficier à leur pays. Pourquoi chercher à mettre ce système en place si nous savons que le pays n'avance pas? Monsieur Perrin, entre vous et moi, je vous dis que le Congo n'avance pas. Et avec ce système, basé sur le clanisme, basé sur le népotisme, basé sur l'ethnocentrisme, qui accepte la concussion, la prévarication, le mensonge, je vous dis, mon frère, nous irons nulle part. Donc, je peux pas avoir foi lorsqu'en face de moi, j'ai un menteur qui ne sait pas mentir. Vous connaissez Monsieur Perrin, le menteur croit que celui qui l'entend ou celui qui l'écoute ne réfléchit pas. Donc, il fait un petit mensonge, il faut encore le couvrir avec un mensonge moyen. Et après, il faut encore le couvrir avec un gros mensonge. C'est ça, Monsieur Sassou. Monsieur Sassou ne veut jamais quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il a modifié la Constitution. Lorsque l'article qui disait qu'il ne pouvait pas encore se présenter ressemblait à une amison, le président de la République nous a poussé dans la modification. Parce qu'il veut se pérenniser au pouvoir. Monsieur Perrin, je peux vous dire que vous et moi, nous sommes ici dans 20 ans. Si ce monsieur est encore au pouvoir, le Congo ne changera pas. Un jour, le pays va se ressembler à une nation qui n'a jamais connu l'évolution. Vous avez dit, vous avez cité mensonge, corruption, concussion, destruction. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments là-dessus pour être un peu plus précis? Mais monsieur Perrin, lorsque nous allons au tribunal, ce sont les faits. C'est pas le verbe, hein. C'est les faits. Fait contre fait. Où sont passés les 14 000 milliards des fonds de génération future? Alors, où sont passés les 14 000 milliards des fonds de génération future? Il a dit qu'ils ont été dans ça. Monsieur Perrin. Non, mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai suivi sur Africa 24. Denis Sassou Nguesso disait, c'est pour les générations futures. Donc, on va utiliser ça pour les générations futures. Ça veut dire que c'est argent. Je peux vous dire maintenant, ce fonds n'existe pas. Où se trouvent les 14 000 milliards? C'est un exemple très simple. Voyez-vous comment les administrations sont gérées au Congo? Au Congo, la concussion est normale. La corruption, c'est devenu le pain quotidien au Congo-Brazzaville, qui nous montre, qui prouve que, voilà, on avait 14 000 milliards, qui puissent avoir un audit, et qui nous disent, bon voilà, 2 000 milliards ont été dépensés pour ça, parce que, à ce que je sache, tout ce que nous avons au Congo-Brazzaville, ce sont des prêts chinois. Il y a eu des prêts chinois. Il y a eu des prêts donnés aussi par Agip. Il y a eu des prêts de Total. Nous sommes tous là dans les marchés financiers. Nous sommes tous là, on connaît ce qui se passe. Les routes que vous voyez au Congo-Brazzaville ont été construites avec des prêts chinois. Et nous avons gagé ce que nous avons comme matière première pendant plusieurs décennies. Alors où se trouve l'argent du pays? Mais si vous êtes franc, vous savez que l'argent se trouve dans les îles de Caïman. Si vous êtes franc, vous savez qu'il y a des comptes personnels en Chine. Mais l'affaire de bien mal acquis, on a découvert combien de comptes. Mais avec quel salaire qu'un président de la République peut avoir tout cet argent? Nous savons un peu la délinquance financière que la famille fait en Europe. Et là, ils viennent plus là, parce qu'on a ouvert les yeux. Mais avant, ils venaient, hein. Et c'était des dépenses à la folie. Dans un pays, là où les élèves s'asseyent encore à même le sol. Dans un pays, même l'ascenseur, là, manquait dans un hôpital de la place au CHU. Dans un pays, là, on n'a rien.
Et regardez comment ils sont en train de gérer la pandémie de Covid au pays. On maltraite la population. Mais mon frère, tout ce que je peux vous dire, que le président de la République, c'est un menteur, un grand menteur. Le président de la République, c'est un menteur. Monsieur Sassou, c'est un menteur. Mais un jour, les Congolais finiront par demander les comptes. Les Congolais poseront certaines questions. Nous, on ne sera pas comme à l'époque de Nzumangele. Ça serait les faits. Ça serait pas une chasse aux sorcières. Mais tu étais directeur dans une entreprise. Bon, voilà, tu as un salaire de 800 000 francs CFA. Comment tu te retrouves avec une maison qui a une valeur de 1 milliard de francs CFA? Où as-tu trouvé l'argent? Mais tu nous donneras la définition de tes comptes. Et si c'est pas le cas, bon, voilà, la justice s'occupera. Alors, monsieur Nzaba, lorsqu'on parle du Congo, c'est aussi la crise, évidemment, vous venez d'emboîter le pas, c'est aussi la crise économique et financière, avec tous ces corollaires. Aujourd'hui, la misère est perceptible. Je ne sais pas si c'est le tableau que le PPC a fait de la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Monsieur Christian Perrin, les investisseurs ont perdu la confiance en notre État. Vous savez, c'est la politique qui fait un pays. Si la politique est mauvaise, je peux vous dire ici, les choses n'avanceront pas. Moi, je suis investisseur. Lorsque je me déplace, je vais à Lesotho ici, ou en Swaziland. Mais avant que je puisse mettre même un rang, je dois comprendre la situation politique. Je dois essayer d'examiner les risques. Mais chez nous, il y a trop de risques. Il n'y a pas de limpidité dans la gestion. Nous vivons que de slogans. Il n'y a pas une réalité. Il y a un grand hiatus. On sait ce que nous disons et ce que nous faisons. Au Congo-Brazzaville, c'est des discours. Mais le Congo est sale, monsieur Perrin. Au Congo-Brazzaville, les gens souffrent. Au Congo-Brazzaville, il y a trop de chômeurs. Mais pourquoi est le chômage? Mais parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui peuvent employer les jeunes. Mais pourquoi ces entreprises ne viennent pas? Mais parce qu'au Congo-Brazzaville, le doing business pense que nous avons une mauvaise façon de faire les affaires. Chez nous, la corruption est normale. Tu viens avec une petite entreprise, même si tu veux fabriquer quelques boîtes de sardines, on va t'imposer un partenaire qui te donnerait un compte aux îles de Caïman. Mais pourquoi pas, même si vous pouvez recevoir une commission? Pourquoi ne pas recevoir cette commission à Brazzaville? Créer les entreprises, employer les jeunes. Pourquoi voudra-t-il recevoir sa commission dans les îles, là ou dans les paradis fiscaux? Est-ce que vous voyez un peu la mentalité du Congolais? L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Essayez un peu de voir vous-même, monsieur Perrin. Tu es chez toi au Congo-Brazzaville, un Sénégalais ou un Malien peut se permettre de gifler. Et dès que tu veux remettre la gifle, bon voilà, il prend un téléphone, il appelle un général. Et on vient, bon voilà, on te ligote, sans même te poser des questions. Et pourtant, tu avais raison. Mais tu es dans ton pays. Crois-tu que tu peux faire ça à un Français en France? Moi, j'ai vécu à Montréal. Crois-tu que tu peux faire ça à un Canadien? J'habite ici en Afrique du Sud. Crois-tu que tu peux te permettre de gifler un Sud-Africain? Et tu appelles la police? Tes amis qui sont là-bas, qui sont des généraux? Mais écoutez, monsieur Perrin, nous avons dévié là. Il y a trop de soleil sous le front. Ça chauffe là. Oui, monsieur Nzaba, mais pourtant, voilà, vous avez aujourd'hui un discours apparemment radical que je découvre. Pourtant, dans l'entretemps, on nous a fait savoir que le PPC travaillait en collaboration avec le système actuel à Brazzaville, faisant allusion, bien entendu, à un de vos de proches collaborateurs, paix à son âme, Paul-Marie Pouellet, qui se serait rangé finalement côté du régime. Mais aujourd'hui, on a l'impression de découvrir un autre PPC. Chers frères, lorsque nous avons voulu faire ombrage au projet de la modification de la Constitution, on était serein. Et lorsqu'on a vu que le ballon s'est dégonflé, moi par contre, j'avais refusé de faire marche arrière. Je peux vous dire ici que tout le monde a été contacté. Pour faire quoi? À l'époque, ils voulaient négocier. À l'époque, ils voulaient, non, voilà, laissant que cette affaire la passe. Et puis, bon, voilà. Il y a des gens qui ont reçu des sacs d'argent, qu'on appelle l'Ingiri. Tout le monde a été contacté. Mais le PPC, si un membre de ce parti avait pris un franc parce qu'il n'était plus au PPC, moi, je ne serais pas là en train de dire les noms. Mais j'ai reçu les appels. On proposait là. Et un des membres du parti s'est permis de me dire, bon voilà, l'autre a reçu. L'autre qui exactement? Ça, je peux pas savoir, non? Je peux pas parler. L'autre a reçu. C'était même 2 sacs. Donc l'autre, j'étais dans la voiture et l'autre, j'ai transporté moi-même. C'est un membre du parti qui me rapporte ça. Et lorsque je lui ai dit, bon voilà, comme c'est le cas, alors on se retire de cette assemblée. Et sur le champ, il y a eu dissension entre certains membres du parti
et d'autres sont partis fonder leur parti, et d'autres sont restés. Mais tu te poses la question de savoir comment une personne qui n'a jamais travaillé, une personne qui n'a jamais eu un salaire, un bon matin, il se réveille, il achète des voitures, il achète des maisons, il voyage, il fait ceci, il fait cela, il prend une deuxième femme, une troisième femme, mais il n'a jamais travaillé. On ne les connaît pas au trésor. Il n'a jamais eu un bulletin de paye. Mais mon frère, le PPC n'a jamais changé de discours. Si c'est nous qui avons introduit le MRD, si c'est moi qui ai dit, bon voilà, ça c'est le mandat, va voir les autres, va parler avec les frères, mettez-vous ensemble, on doit faire ombrage, on ne doit pas changer la constitution. Tenez, 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 mais comme mes miettes ressemblaient à des fruits, et voilà sous le champ on leur donne un arbre rempli de fruits, celui qui amenait un panier de pommes n'avait plus la valeur que celui qui avait un champ de pommes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, monsieur Perrin. Mais on n'a jamais changé de discours. On a toujours voulu que la démocratie soit restaurée au Congo-Brazzaville. On a toujours voulu que les choses avancent au Congo-Brazzaville. Vous savez, Ceausescu s'est croyé pour un dieu. C'était le même système, hein, Ceausescu. Il avait des oreilles partout. Dans chaque ruelle, il y avait quelqu'un qui représentait le parti. Et dès que tu sortais avec des assiettes, tu cassais dans la rue, 2 minutes après, on frappait à ta porte. Mais un jour, le soleil avait cessé de brûler à Bucarest. Ce qu'il mangeait avec Ceausescu, qui lui avait transformé en Dieu, en petit Dieu, l'ont abattu, hein, comme un animal avec sa femme. C'était même un 25 décembre. Vous savez que le président sache que ce qui l'entoure là, l'embrouille, hein. L'autre là est mort à Rabat ici, au Maroc, lorsqu'on l'enterrait là au cimetière chrétien. Mais où sont passés tous ce monde-là qui chantait Mobutu, 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 c'est où sont passés ces gens? Nous connaissons de plus belle lurette que M. Sassou Nguesso veut seulement se pérenniser au pouvoir. Voilà pourquoi il a changé la constitution. Voilà pourquoi nous avons ces farces-là des élections. Voilà pourquoi il s'entête d'aller encore à cette élection en mars 2021. Mais il oublie la crise multidimensionnelle. Il oublie le chaos qu'il est en train de formater. Je peux vous dire ici que cette fois-ci, M. Sassou Nguesso est en train de commettre une grave erreur. Très grave. Vous et moi, nous serons témoins. Monsieur Nzaba, à un moment donné, vous avez été accusé quelquefois de tentative de préparation de coup d'État. C'était quoi l'histoire? On se préparait à une élection. Je peux vous dire, parce que je vous trouve crédible. Mais comme vous savez que la politique a 2 façades, il y a ce que vous voyez, vous, et il y a un travail de fond qui se fait. Et ce travail de fond, voilà pourquoi il y a eu des temps que Nzaba pouvait arriver à Brazzaville, faire le bruit. Il sait que si on veut toucher ici, là-bas aussi on va toucher. C'était pas un coup d'État. Je n'avais pas ces moyens-là pour faire le coup d'État. La guerre est très chère. Monsieur Sassou a fait la guerre à l'Issouba. Mais c'était Total, non? C'était Elf à l'époque. C'était l'armée angolaise à l'époque. C'était les Gabonais qui envoyaient les armes chez nous. C'était les Rwandais, c'était les Tchadiens. Parce que la guerre est chère. Moi, je n'ai pas cet argent pour faire la guerre. Et je n'ai pas au besoin. On est parti voir Madame Zuma à l'époque. Elle était présidente de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Et elle nous a présenté quelqu'un qui pouvait nous aider à lever les fonds. Donc, j'ai pris certains individus, je suis parti avec eux, là où s'est trouvé dans son village, au KwaZulu-Natal. Donc, la province, là où les Zoulous sont installés. Précisément à Fried, je fais ce voyage avec des compatriotes, d'autres sont en France, je peux vous dire. Mais ils étaient présents aux discussions. Audio Jungle.